présenter, évidemment, un artiste et une scientifique, un chercheur et un artiste qui en même temps ont collaboré sur une belle exposition ici aujourd'hui. Donc, qui va être ici encore, évidemment, dans 6 semaines, cette exposition-là. Donc, je vais les présenter tout de suite. Et comment on va fonctionner? Bien, on va avoir un petit échange plus interview, mais vous gardez vos questions parce que je vais vraiment laisser une bonne partie de la soirée pour les interventions autour, on appelait ça une table ronde. Imaginez une belle grande table en bois. Ça fait que c'est la table ronde. Donc, bonsoir à vous deux. Alors, Jeffrey Poirier, donc je viens en France. Tu es un artiste visuel basé à Québec et membre de la communauté LGBTQ+. Tu es détenteur d'une maîtrise en art visuel avec mémoire à l'Université Laval. Ton travail est présenté lors de nombreuses expositions au Canada, en France, au Japon. Et en 2020, tu deviens lauréat du prix Vidéré Création en art visuel au prix d'excellence des arts et la culture du Québec. Bonsoir. Et Annie Desrochers est avec nous, peut-être un peu plus connue des gens de la place. Annie, donc, tu travailles au sein de la chaire en aménagement forestier durable depuis 2002. Tu es titulaire de baccalauréat en biologie à l'UQAM, d'une maîtrise en ressources renouvelables de l'université l'UQAC, ça c'est Chicoutimi, ça? Oui, l'UQAC. Et d'un doctorat en biologie forestière en aménagement de l'université de l'Alberta, également membre du Centre d'études de la forêt et du réseau Viniculture Québec. Et je vais rajouter en plus finaliste avec Émilie Daroux de l'une des 10 découvertes de l'année en 2011 de la revue Québec Science et finaliste du concours 2022, la preuve par l'image de l'ACFAS. Bonsoir à vous deux. Allô. Je vais commencer tout de suite avant de parler de ce qui nous unit aujourd'hui, ce qui nous rassemble. Je vais faire peut-être laisser la parole chacun votre tour. Donc, Jeffrey, écoute, parle-moi de ta pratique artistique. Je vais te laisser parler. Là. Ça, c'est le bout que c'est freestyle. Ça marche. Merci d'être là avec nous ce soir. Ma pratique, moi j'ai terminé mes études en 2012 à l'Université Laval, à Québec. Puis j'ai tout le temps eu une fascination vraiment pour tout ce qui est, on va dire, l'étalement, les racines, les systèmes, les ramifications, les connexions. Puis, comme dans le projet dont on va vous parler tantôt, ça c'est vraiment présent à travers l'organisme Pando, les peupliers faux-trembles. Mais moi je vois ça aussi un peu comme de la poésie, parce que moi je suis un artiste en visuel. Tantôt on va parler avec la scientifique ici, mais moi mon projet c'est vraiment de la photographie avec un point de vue qui est plus poétique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, moi les racines, les interconnexions, les ramifications, je vois ça un peu comme une genre de métaphore à notre société, où on est tous reliés ensemble, puis des fois il y a juste une petite affaire aller au niveau de l'économie qui ne marche plus, puis là on voit les débalancements que ça crée dans notre société, puis on ne voit pas à quel point on est reliés, des fois en nous. Fait que je trouve que l'art est une belle façon d'illustrer ces choses-là, puis l'expo que je vous présente aujourd'hui parle un peu de ça. Fait que s'il y a quelque chose à retenir au niveau de ma pratique, ça serait ça. Ça serait vraiment toutes les connexions, les ramifications, l'interdépendance, c'est comme la solidarité, on peut dire, quelque chose comme ça. Ouais. Ben là, tu as vraiment résumé, là, parce que moi, je suis curieux de tout ce que tu as fait avant, en plus de cette exposition photo-là. On va laisser la parole maintenant à Annie un peu par rapport à ton travail qui se divise en 2 différents axes, mais peut-être que tu peux nous expliquer davantage. Et là, il faut que ça soit compréhensible de tout le monde. Parce que des fois, la science, je ne sais pas, moi je suis totalement ignare. Je sais que Annie travaille au niveau des racines des arbres, entre autres choses. C'est tout ce que je sais. Donc, vas-y Annie, je t'écoute. C'est intéressant de parler des 2 axes, mais je travaille d'un côté avec les plantations en croissance rapide. On est dans une région forestière, et on veut couper du bois, tout le monde a besoin de bois, mais est-ce qu'on peut le jardiner au lieu d'aller le chercher toujours de plus en plus loin dans la forêt boréale? C'est un de mes actes de recherche.
Puis l'autre axe qui me tient plus à cœur, vraiment, et qui est plus découverte, si on veut, plus scientifiquement risqué, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, c'est vraiment au niveau des racines des arbres. Puis, je vais peut-être expliquer pourquoi j'ai commencé à faire ça. Quand je faisais ma maîtrise à Chicoutimi, je travaillais avec l'épinette noire, c'est bien sûr tout le monde travaille avec l'épinette noire. Puis le peuplier faux-trempe, c'était vu comme une mauvaise herbe au Québec. Peut-être encore un peu aujourd'hui, peut-être moins avec Arbec. Mais à cette époque-là, dans les années 90, il faut s'en débarrasser. Puis là, j'ai dit, je vais aller l'étudier plus en profondeur en Alberta, parce qu'eux, il y avait juste ça, du peuplier faux-trempe, et donc ils l'utilisaient. Puis à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle le Aspen Decline dans tout l'ouest du Canada et des États-Unis. Il avait constaté que les peuplements de peuplier faux-trempe étaient en déclin. Donc, peu à peu, les arbres commençaient à mourir, puis ils ne voyaient pas de régénération. Fait que, à cette époque-là, ce qu'ils disaient, c'est bon, étant donné que c'est un arbre qui se régénère par ses racines, les gens disaient, ça doit être parce que les racines sont malades. Donc, quand je suis arrivée en Alberta, j'ai dit à mon directeur de thèse, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des racines. Puis, ce qu'on a découvert, en fait, c'est pas tout ce qu'on pensait. Toutes les racines étaient en vie. Même si les arbres étaient morts, il y avait des racines vivantes. On ne s'attendait pas du tout à ça. Puis, la deuxième chose qu'on a découvert aussi, c'est que les arbres étaient interreliés les uns avec les autres. Et à partir de ce moment-là, alors que dans la littérature scientifique, c'était écrit noir sur blanc, qu'en grandissant, les peupliers se détachaient les uns des autres. C'était pas du tout ça, c'était l'inverse qu'on a trouvé. Qu'à mesure que les peuplements vieillissent, ils se forment des nouvelles greffes, ils s'intègrent encore plus, de façon plus intime les uns avec les autres à mesure que les peuplements vieillissent. Donc, quand tu trouves ça, ça ouvre une porte incroyable de futures recherches parce que c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas, qu'on ne connaît pas du tout. Donc, arrivé en Abitibi, je me suis mis à déterrer plein de peuplements, le pingrier, le sapin, l'épinette. Partout où on a déterré, on a toujours trouvé que les arbres étaient reliés les uns avec les autres. Là, je regarde le dessin qui est là avec les couleurs. Il y a l'arbre numéro E. Je pense que c'est ça dans toute ma carrière que j'ai trouvé qui était tout seul. Fait que c'est là qu'on se dit, c'est pas un phénomène rare. Des fois, dans la vieille littérature, c'était écrit comme des anecdotes. On a vu par hasard qu'il y avait des gens qui étaient reliés. Mais finalement, c'est pas ça du tout, c'est l'inverse. Fait que je ne pas la question, je me rappelle plus. C'est les deux axes, tu as vraiment bien expliqué, en tout cas, ce qui te passionne le plus. Mais le côté économique aussi, j'imagine que là, c'est un peu à ça, ça sent le premier axe que tu nous as parlé, de jardiner, d'avoir un aspect de développement durable à notre territoire aussi. Ça me fait penser justement au petit côté, pas le petit côté, là, parce que ça fait un peu jugement, au côté écologique ou environnementaliste que tu développes dans ta recherche aussi par rapport au territoire et tout ça. Justement, le territoire urbain, la présence humaine sur le territoire, qu'est-ce que tu vois là-dedans qui t'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est un peu, nos façons d'habiter le monde. Comment est-ce tantôt, je vous parlais de ramification, d'étalement, comment est-ce qu'on va établir nos villes, notre façon, c'est ça, d'entrer en contact, de côtoyer ce qui nous entoure et tout. Ma pratique parle beaucoup de ça. Et puis, justement, dans certaines photos du projet de Pando, qui est ici autour de nous sur les murs, il y a vraiment parfois des petits clins d'œil à la présence humaine. Comment est-ce que, exemple, j'en parlais dans les bureaux à Annie plus tôt cette semaine, Pando est coupé en deux par une route, une route qui passe carrément à travers. Et puis, c'est drôle de dire que bon, c'est un organisme qui est là depuis très longtemps. Nous, on l'a mis un peu à notre main, il s'adapte. Et puis, dans ma pratique, il y a un peu de ça. J'aime penser à ça, à l'aspect écologique. Puis l'écologie, pas juste au sens naturel, la faune, la flore, mais aussi l'écologie de nos villes. L'architecture m'inspire beaucoup aussi. Fait que l'écologie, c'est comme quelque chose de vaste. Puis des fois, c'est plus le côté naturel qui m'intéresse. Des fois, le côté plus qui vient de l'humain, comme j'ai déjà fait une œuvre, par exemple, aussi, tout en carton recyclé,
ça parlait beaucoup d'écologie, mais d'un point de vue humain. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais c'est un peu ça. Oui, Justement, on est entouré ce soir de ton exposition, la première exposition photo. Là, tu t'es rendu en Utah parce que tu étais, j'imagine, touché par cet aspect-là de cette forêt mythique un peu qui est Pando. Qu'est-ce que c'est Pando? Je vais vous donner chacun les deux la parole. Donc, peut-être Annie, qu'est-ce que c'est Pando? Est-ce que toi, tu as étudié ça, par exemple? Ça fait partie de votre champ d'études? Pando, c'est probablement le clone de peuplier le plus connu dans le monde, là, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles scientifiques publiés sur Pando, mais Pando, ça a commencé dès les années 60, qu'il y a un chercheur qui a dit voici le plus grand clone qui existe au monde, qui fait quoi, 46 hectares? 43 hectares. À cette époque-là, les méthodes scientifiques n'étaient pas les seules qu'on a aujourd'hui. Fait que maintenant, on sait que Pando, c'est pas un seul clone. Et par clone, on va dire, quand tous les arbres ont le même génotype, ils font partie du même clone. Mais avec les méthodes scientifiques d'aujourd'hui, on sait que récemment, ils ont trouvé 40 nouveaux clones dans le Pando. Donc, on sait que c'est pas ce qu'on pensait que c'était. Puis, la raison pour laquelle on pensait que c'était un même clone, vous voyez une super belle photo là aussi de l'écorce. On utilisait par exemple la couleur de l'écorce, il y en a qui est plus blanche, il y en a qui est plus grise, il y en a qui a plus de détails dedans, ou la forme des feuilles pour distinguer les clones les uns des autres. Mais aujourd'hui, on sait que c'est pas des bons critères pour identifier des clones génétiquement identiques. C'est quoi je veux dire? Ah oui, puis l'autre chose aussi qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est par exemple au printemps, les arbres dans un secteur, ils vont tous débourrer en même temps. Ils vont tous produire leurs feuilles en même temps, ou ils vont tous les perdre en même temps à l'automne. Ça aussi, c'est un critère qui est utilisé pour identifier les clones. Là, les gens qui se promènent dans les montagnes, par exemple, ils voient une touffe d'arbre qui perd toutes ses feuilles. Ah, ça c'est un clone, ça c'est un autre. Mais ça aussi, on l'a testé à l'UQAT, on a délimité des clones par des caractéristiques morphologiques. Et après ça, on est allé mesurer la génétique de ces arbres-là pour voir si c'est vraiment un même clone. Puis on s'est rendu compte que c'était pas vrai non plus. Puis après avoir fait ça, on les a déterrés pour essayer de voir. Peut-être qu'ils produisent leurs feuilles tout en même temps parce qu'ils se partagent les hormones par les racines toutes reliées ensemble. Donc, c'est notre explication pourquoi ce phénomène-là se passe, même si on voit les mêmes génotypes. C'était ça? C'est ça? C'est à cause des racines ou non? C'est ça qu'on pense. Ah, OK. Mais là, il nous reste à analyser le taux d'hormones, mais on n'est pas rendu là. Okay. On va le savoir un jour. Puis j'ai vu de ton côté, qu'est-ce qui t'a apporté vers Pando et qu'est-ce que tu trouvais d'intéressant là-dedans? Oui, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le côté invisible, vraiment, qu'on ne voit pas. Vraiment, ce qu'on ne voit pas. Parce que, tu sais, nous, on est habitués à avoir un regard porté sur la forêt, puis on regarde la forêt comme tous des individus séparés, tu sais, comme une vision de la forêt que chaque arbre est individuel, et puis Pando, tu sais, il y a tellement de connexions, de ramifications, même si c'est pas, comme les recherches le démontrent, une seule grosse affaire, c'est quand même une forêt, parce que là, ils peuvent fusionner entre eux, même en identités génétiques différentes, c'est ça. Fait que potentiellement, ça peut être au complet 43 arbres, toutes reliées ensemble, tu sais. Mais ça peut ne pas l'être non plus, mais ça a le potentiel de l'être selon ce qu'elle dit. Fait que ça, c'est complètement fou de penser à ça, que plutôt que de regarder une forêt avec tous des arbres séparés, tu sais, individuels, là, on regarde la même chose qui est toute reliée ensemble, sous terre, par un même système racinaire qui fusionne potentiellement. Tu sais, donc là, ça change un peu notre point de vue sur les choses que la chose la plus importante qui se trouve devant nous est en fait cachée sous terre. Tu sais. Moi, je voyais beaucoup de poésie là-dedans, puis
tantôt, tu sais, je vous parlais de la métaphore un peu que je vois avec la société, puis tout. Des fois, on pense tellement, oh mon Dieu, qu'on est seul, puis tout, mais individualiste, c'est ça, puis tout, mais on est tellement tous reliés par plein de facteurs sociaux, économiques, puis dès qu'il y a un petit débalancement dans la société, ben, on pensait pas qu'on était tous autant reliés, tu sais, donc ce qui m'a attiré, puis je trouve que là où il y avait beaucoup de poésie, c'est ça, c'est ce qu'on voit pas dans Pando, tu sais. Puis après ça, moi, c'est sûr qu'au niveau là, de l'esthétique que Pando a, vous voyez dans les photos en arrière, cette blancheur-là qui est là, qui reflétait le soleil avec tout l'environnement rocailleux qu'on peut voir en tout cas dans d'autres photos. Il y avait quelque chose de quasiment lunaire. Là, quand j'ai fait des recherches sur ce sujet-là, puis que je voyais ce drôle d'environnement-là avec beaucoup de romarins, il y a du romarin partout qui pousse, c'est en Utah, c'est très désertique quand même, fait que c'est pas les mêmes conditions que nos forêts ici, fait que il y avait quelque chose moi qui me transportait aussi dans l'atmosphère qui règne dans ce coin-là en tout cas. Ben, c'est ce que j'ai remarqué dans l'exposition photo, c'est qu'on a l'impression que la nature est construite pour être prise en photo. Et puis là, ben, j'imagine qu'il n'y a pas de trucage. Non, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de modification Photoshop dans ces photos-là. La seule affaire, par exemple, c'est que moi, j'ai utilisé une lentille polarisante pour couper un peu de lumière quand je prenais les photos. Parce qu'en Utah, là, dans le sud des États-Unis, où j'ai pris les photos, le soleil est tellement fort que les ciels auraient été tous gris, puis le feuillage était pas autant vert, le blanc aurait été comme vraiment, le terme en anglais, c'est blasté, brûlé un peu, là, comme on dit. Fait que pour prendre des bonnes photos, j'ai utilisé une lentille polarisante qui coupait de la lumière, mais c'est tout. Sinon, c'est vraiment les couleurs réelles, là, avec le ciel bleu, là, de l'Utah, tel qu'on le voit là, sur les photos. Ouais. Fait pas de trucage. Non, mais c'est vraiment beau. Puis, tu faisais de la photo déjà avant cette exposition-là? Ou c'est vraiment ta première expérimentation dans la photo, de l'art à travers la photo? Oui, ben c'est ça, c'est ma première expo de photo, exclusivement comme ça, mais j'avais quand même en tête déjà un point de vue artistique sur ce que je voulais exprimer avec ça. Donc, comment je pourrais dire, il y avait une sensibilité déjà qui était là, parce que moi j'ai l'impression qu'en art, des fois, que tu fasses de la sculpture, de la peinture, de la photo, tu vas tout le temps un peu parler de la même chose, mais de façon différente, avec des matériaux différents, des techniques différentes. Il y avait tout l'art artistique que je développe depuis la fin des études, on va dire, il y a 12 ans de ça, 11 ou 15 ans, il y avait quelque chose qui était là déjà. Ben, en tout cas, c'est bien un beau résultat. Annie, donc maintenant, qu'est-ce qui vous a amené à vous rencontrer? Ça m'étonne. Ben, ça m'étonne pas, parce que là, tout vous relie. Mais quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Donc, qui a fait les premières démarches? Qui vous a mis en contact? Oui, ben c'est ça. Moi, j'avais contacté Annie avant de partir pour l'Utah. Et puis, finalement, avec les vacances d'été et tout, on ne s'était pas rencontrés, on ne s'était pas parlé. Et puis, on sortait de la pandémie. Moi, j'avais 2 subventions de recherche pour aller sur le terrain, faire ça. Puis, il fallait que je le fasse. À cause de la pandémie, ça faisait déjà 2 ans que j'attendais d'aller là avec mes subventions que j'avais reçues début 2020. Fait que là, fin 2021, quasiment 2 ans après avoir eu les subventions qui dormaient dans mon compte, là, j'ai fait « Ah, il faut que je me lance et tout ». Fait qu'on ne s'est pas parlé à ce moment-là, mais moi, je suis allé sur le terrain faire les photos. Bon, j'ai développé après le projet. Je l'ai exposé une première fois à Rimouski. Et puis là, quand j'ai envoyé le dossier en Abitibi, j'ai eu une réponse positive du centre d'exposition d'Amos, mais j'ai eu une réponse positive aussi au Témiscamingue pour le centre d'expo de Ville-Marie, qu'on appelle le RIFT aussi. Donc là, avec ces 2 expos-là et tout, j'étais content, puis je me disais, crime, on va peut-être pouvoir pousser ça plus loin, puis il y a un membre du personnel du centre ici, c'est ça qui a eu l'idée, qui a eu la même idée que j'avais eu 2 ans auparavant, de me mettre en contact avec Annie. Et là, c'est ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un Zoom ensemble, on s'en est parlé, elle nous a fait une présentation de ses recherches qui était vraiment fascinante. Et puis, je lui ai demandé un peu c'était quoi le matériel qu'elle avait sous la main qu'on pourrait inclure dans l'exposition.
Puis, elle a parlé des croquis d'excavation comme ça. Puis, mon Dieu, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est super. C'est comme le truc qui manquait dans l'expo. Je me suis dit, moi, je montre le point de vue sur Terre, puis elle montre le point de vue sous Terre. Fait que tout ce que j'imaginais dans mes photos qu'on ne voit pas, toute la poésie, elle a amené ça avec la vision schématisée qu'on voit sur les croquis, fait que les connexions racinaires et tout. Fait que je me suis dit, waouh, c'est super. Et Annie, de ton côté, de te faire approcher de cette façon-là, toi, tu es très populaire. Il y a beaucoup de gens qui t'approchent. Puis, non, mais il y a un film là, qui est en train en réalisation présentement là-dessus. Donc, qu'est-ce qui t'a touché, qu'est-ce qui t'a accroché dans la démarche de Jeffrey? Ben, de toute façon, j'aime ça faire un paquet de projets. C'est rare qu'elle me dit non, surtout pour le peuplier. C'est vraiment, tu sais, la chaire de foresterie de l'UQAT, c'est beaucoup basé sur les conifères. Depuis que je suis rentrée comme professeur, c'est toujours le parc en haut, c'est les peupliers. Mais moi, je les aime, les peupliers. Puis j'aime ça en parler, donc moi, j'aime ça parler de ma recherche aussi. Donc, c'est ça. C'est juste une question de passion et de bonheur. Mais là, tu as quand même contribué à l'exposition maintenant. Là, tu fais partie de l'exposition. Et peut-être pour longtemps, on ne sait pas. Est-ce que la contribution d'Annie va suivre l'exposition dans l'avenir? Oui, ben, moi j'aimerais ça. C'est des copies que j'ai fait faire spécialement pour l'exposition. Vous comprenez que c'est des agrandissements. Annie, ces croquis, elle les avait faites sur le terrain avec des feuilles de tenue par once que j'ai agrandi. Ce qui est fantastique parce qu'il y a même la trace du sol un peu argileux, comme tu disais, qui est sur les croquis. C'est super. Puis, moi, mon rêve, ça serait peut-être d'amener cette expo-là en Utah. Il y a un musée à Salt Lake City, musée d'histoire naturelle, mais qui présente des fois des expos un peu de photos et tout. Puis, moi, mon rêve, ça serait vraiment qu'on puisse peut-être acheminer ça là-bas, tu sais. Ou je sais pas. Ouais, en tout cas. Tu vas te faire recevoir. Parce que moi, quand j'étais jeune chercheur dans l'ouest du Canada, c'est sûr qu'on faisait souvent des conférences ensemble. Puis je me suis toujours fait non, nos peupliers à nous, ils font pas ça des lettres. Nos peupliers à nous, il n'y a pas de lien racinaire, sauf qu'ils ont jamais déterré, fait qu'ils ne peuvent pas le savoir. Mais souvent, je me suis fait rabouter, fait que ça fait des conversations très, très intéressantes. C'est ça qu'on souhaite de l'art, que ça fasse réfléchir, que ça crée des conversations. Donc c'est motivant, c'est une motivation plus. Pour aller là-bas. Oui, vraiment. Oui. Puis, tu sais, les recherches, tu sais, comment je pourrais dire, l'art, tu sais, c'est pas une réponse fixe. L'art, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. C'est tout le temps quelque chose qui va conquérir des nouveaux territoires. Puis plus on avance dans les recherches en art comme en sciences, plus on parle de ce qu'on appelle la transdisciplinarité, un chevauchement de la médecine avec l'art, un chevauchement de la science avec l'art. Puis je trouve ça tellement le fun d'amener les recherches d'Annie à un aspect, on va dire, parce que c'est complexe, mais ce qu'on a ici, ou encore un échantillon qu'elle a déterré dans les recherches en Abitibi, d'amener ça dans une expo en art visuel, puis qu'on soit vraiment à la frontière entre la sculpture puis les recherches scientifiques, puis à la frontière entre les dessins puis les recherches scientifiques comme ça, ça fait que l'art continue à avancer, comme je dis, à conquérir des nouveaux territoires, puis je trouve que ça bonifie vraiment l'exposition par rapport à ce qu'elle était quand je l'ai présentée il y a 2 ans. Et à quoi ça peut servir à la science, ce mariage-là avec l'art, Annie? Il faut que je réfléchisse. Moi, je suis quelqu'un de vraiment pas artistique. Mais c'est sûr que juste que les gens en parlent, c'est déjà un bon pas. Puis aussi, souvent en science, on n'a pas tendance à faire des projets de recherche sur les choses qu'on n'a pas vues. Souvent, les projets sont basés sur quelque chose qu'on connaît pas mal un peu déjà la réponse. C'est pour ça que les travaux sur les racines, bien que c'est vraiment frustrant, c'est dur à faire, c'est plein de boîtes, des maringouins et tout ça,
c'est passionnant parce qu'on est sûr de découvrir des choses nouvelles parce qu'on n'en sait tellement pas. Donc, de montrer ça déjà au grand public, ça peut peut-être faire naître des idées, puis aussi que les gens prennent conscience que, exemple, si j'ai 2 arbres sur mon terrain, j'en coupe un, mais ça peut avoir un effet sur l'autre qui reste là même. Tu sais, c'est pas nécessairement bénéfique aussi d'y donner plus de place à celui qui reste. Ça fait partie aussi de mes recherches, c'est que si on, mettons des jumeaux siamois, là, si je coupe celui qui mange, l'autre il va avoir faim. Mais c'est un peu ça aussi, des arbres qui sont reliés. Là. Vous voyez toute la quantité de racines que sur Terre, la biomasse, c'est comme, ça peut aller jusqu'à 2 fois, 3 fois plus que la biomasse de la tige. Donc, ça, c'est de la matière vivante qui respire. Donc, ça consomme de l'énergie. On a tendance à avoir des racines comme des organes qui servent à faire pousser mieux les plantes, sauf qu'en retour, ils consomment beaucoup d'énergie parce qu'ils ne font pas de photosynthèse. Ça veut dire que s'ils sont reliés tout ensemble, ben, n'importe quoi qui va arriver à 1 ou 2 individus, ça va impacter le groupe parce qu'il va y avoir moins de feuilles, il va y avoir moins de manger qui va arriver jusqu'aux racines. Fait que c'est ça, ça fait prendre conscience que la forêt, c'est un tout, là, c'est pas juste des voisins qui se chicanent pour avoir plus de soleil, c'est plus que ça. Ça fait réfléchir parce que toi tu dis, Annie, ça peut donner d'autres idées. Parce que l'art, justement, de ça peut émerger un flash de crime, j'avais pas vu ça de même. Ça me fait penser justement à. Tu utilises des termes humains pour parler des arbres. T'sais. Ça a un impact sur la communauté. Il arrive quelque chose à 2 individus, la communauté est impactée, on a tendance à ignorer ça, parfois l'humain. Mais on peut apprendre des arbres et de tout cet univers-là. C'est vraiment intéressant. Je vais inverser la question pour Jeffrey. Pourquoi, à quoi ça sert d'utiliser la biologie ou l'écologie dans l'art? C'est une bonne question, ça. C'est dur, hein? Oui, c'est ça. Ben, ouais, il y avait un peu laquelle. Tantôt, je disais, l'art va conquérir des nouveaux terrains, va se renouveler, puis la science est une belle façon de le renouveler. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment dire. Tu sais, mettons, quand j'ai fait mes études, je me rappelle, j'avais fait des lectures sur l'écologie, puis il y a beaucoup de théories qui disaient que, mettons, dans l'aménagement d'une ville, il y a quelque chose d'artistique à quelque part que l'écologie, même quand c'est la science, mettons, il y a un point de vue artistique, puis que les scientifiques sont plus créatifs et artistiques qu'ils pensent. Souvent, il faut avoir une. Ce que je disais, c'était de la philo, c'était pas des textes scientifiques, mais c'était plus des textes de philo artistiques qui disaient que, c'est ça, que les humains, de la façon qu'on construit nos choses, il y a quelque chose d'artistique, puis que l'art et la science sont peut-être pas tant loin que ça, finalement. Fait qu'il y a peut-être un peu de ça, mettons, toi, quand tu fais des recherches, tu as quand même une vision, puis je suis sûr que tu es capable, à quelque part, d'imaginer un peu ce qu'il y a sous terre. Si tu n'avais pas de vision pour aller plus loin dans tes recherches, peut-être que tu n'aurais pas été aussi loin, mettons, dans tes résultats, ou tu avais une intuition, on va dire, comme si les scientifiques avaient une intuition qui peut être proche d'une intuition artistique, ou quelque chose. C'est ça que mes textes de philo que je disaient, fait que, en tout cas, on laisse la porte ouverte à ça. Non, mais ça t'a inspiré. Ouais. Et tout à l'heure, je regardais avec vous deux ce que Annie a prêté, les 2 arbres reliés par la racine. Puis là, ce qu'on disait, c'est tout est dit dans cette œuvre-là. C'est une œuvre, personne ne l'a fabriquée, là, mais ça relie vraiment vos 2 champs d'expertise, c'est le dessus et le dessous. C'est vraiment fabuleux. Est-ce que vous avez des questions, cher public, qui est nombreux ce soir, qui ont lancé toutes les chaînes? Des choses peut-être à rajouter de ce côté? Il y a tout l'aspect environnemental qu'on n'a pas abordé par rapport peut-être à ta démarche, ou même la tienne, Annie.
d'en parler, de tous vos champs d'expertise, mais aussi de l'environnement là-dedans. Est-ce que vous aviez un message à porter de ce côté-là? Ben oui, moi, mon projet, il y a vraiment quelque chose d'écologique, comme tu dis, un message qui fait partie du concept d'expo complet, mais c'est ça, les études ont démontré que dans le fond, Pando, la colonie peuplier-fautrande que vous voyez sur les images tout autour de nous, elle n'a pas grandi depuis, c'est les 40 dernières années, quelque chose de même, en tout cas selon les articles scientifiques que j'ai lus. Et puis, les causes, c'est des causes à la base qui sont humaines et non humaines. Je vous explique pourquoi. Parce que dans le fond, la région de la Fish Lake National Forest, où est situé Pando, tous les prédateurs qui sont responsables de contrôler, on va dire, les populations de cervidés, de chevreuils qui sont présentes dans le coin, ont été beaucoup chassés quand les gens sont arrivés, je ne sais pas quand, on va dire il y a une centaine d'années, 200 ans, je ne sais pas combien de temps, mais tout ce qui est loup, donc coyote, puma, parce qu'il y a beaucoup de pumas aussi dans ce coin-là, ont été chassés agressivement par les chasseurs sportifs par les habitants qui sont établis dans cet endroit-là. Fait que là, qu'est-ce qui arrive maintenant? Pando, est envahi de chevreuils. C'est pas une blague, il y en a tellement, puis même que quand on se rendait là-bas en voiture dans le parc national de la Fish Lake National Forest pour aller voir Pando, il y en avait plein qui étaient frappés, décédés sur le bord de la route. Puis c'était fou. Puis dans le fond, c'est ça, tous les cervidés du coin, surtout les chevreuils, mangent toutes les petites pousses du clone, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment de régénération. Fait que là, le gouvernement en Utah a fait des zones où le clone est vraiment encadré par des clôtures. Mais même à ça, il paraît que les chevreuils sont capables de sauter et d'aller bouffer les petits peupliers fautrants qui poussent. Fait que c'est pas génial. Mais tout ça pour dire que, là, on parle qu'il y a beaucoup de chevreuils. À la base, il y a beaucoup de chevreuils parce qu'il y a un équilibre dans l'écosystème qui a été. Il n'y a pas assez de chars. Hein? Il n'y a pas assez de chars, c'est ça. Pour rétablir. C'est le prédateur du chevreuil. Ben, il n'y a pas d'autre chose, là, c'est ce que j'entends. Exact. Mais c'est ça. Un déséquilibre, c'est ça qui a fait en sorte que Pando ne se régénère plus, puis que là, maintenant, les vieux citoyens de la colonie, comme ils disent dans certains articles scientifiques, donc, exemple, certains troncs qu'on voit en arrière qui sont destinés, qui ont peut-être 80 ans, quelque chose de même, qui sont à peu près regardés gros comme ça. On va dire, c'est comme les plus gros, eux autres, ils se régénèrent pas, puis on parlait cette semaine avec Annie, mardi ou lundi, puis elle me disait, j'ai vu des photos, puis il y a beaucoup de photos où elle dit, il n'y a pas de petits peupliers fautrants qui poussent à travers les gros, elle dit, alors qu'en théorie, elle dit, il y a des dragons qui se font, fait que c'est ça, oui, c'était toute cette parenthèse-là pour dire que dans mon expo, il y a un message quand même environnemental sur un déséquilibre qui se produit là dans Pando, mais partout ailleurs, puis peut-être dans des forêts que tu as étudiées. Je me rappelle avoir été à des conférences d'écologie forestière, puis les gens cherchent des moyens pour encourager, pour qu'il y ait plus de chasseurs justement pour être capable de protéger les forêts peuplées qui restent. Peut-être ce que je voudrais vous faire remarquer aussi, c'est que vous voyez la forme des deux tiges. Le peuplier a cette façon de pousser que vous voyez que la partie distale de l'arbre, celle qui s'éloigne de l'arbre mère qui aurait été ici à droite, est plus grosse. L'arbre va toujours mettre l'énergie pour s'étendre de plus en plus. Si vous voyez en Abitibi, dans les champs abandonnés, souvent il y a la lisière de forêt, vous voyez que peu à peu, ça va envahir le champ qui a été abandonné par cette faculté-là. C'est que l'énergie qui est produite par la photosynthèse s'en va toujours de façon distale de l'arbre mère. C'est ça qui fait que ça fait des colonies justement qui s'étendent peu à peu. Puis dans le cas de Pando, il y a tellement de chevreuils qu'ils stagnent, ils ne peuvent pas se régénérer. Mais les racines, toutes ces racines-là, en théorie, devraient pousser, repousser et refaire les jeunes pousses. En fait, c'est une question d'hormones. Le peuplier, pour qu'il se régénère bien, il faut le couper.
Parce que quand il y a la tige vivante, la cime de l'arbre produit des hormones qui empêchent les racines en grande partie de faire des dragons. Donc, si on veut qu'ils se régénèrent, par exemple, dans les clôtures, on pourrait tout le couper et il se régénérer. C'était ça, mon histoire du début. Le déclin des forêts de plantes dans l'Ouest, c'est qu'il y avait quelques individus qui mouraient, il y avait des épidémies de chenilles qui en tuaient quelques-uns. Le clone ne se reproduisait pas parce qu'il restait encore des hormones, parce qu'il restait des arbres vivants dans le peuplement. Donc, puis c'est arrivé ici au nord d'Amos, on a fait un projet où il y avait beaucoup de forêts en déclin, où là, ce qu'on a recommandé à l'industrie forestière pour protéger ces forêts-là, c'était de toutes les couper pour leur permettre de se régénérer avant que l'Alpes roseau, le saule prennent toute la place et que là, les racines meurent. Parce qu'on ne veut pas que les racines meurent parce qu'ils se régénèrent par leurs racines. Donc, il faut tout de suite le revigorer, si on veut, en coupant les tiges pour qu'ils puissent se régénérer. Il y en aurait beaucoup à dire, probablement, et en apprendre. Est-ce que vous avez des questions? Et je vais aller vous voir pour qu'on vous entende bien à la caméra, au moins le son de votre voix. Oui, la question est pour Annie. Tu dis que vous avez conseillé dans le nord d'Amos de couper les arbres. Est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché. Parce que c'est ça qui a permis aux racines de produire beaucoup de dragons vite pour empêcher un peu, pour faire de l'ombrage au foin, puis à l'ombre et au sol qui commençaient à prendre le dessus. Puis là, on a un projet actuellement à l'UQAT avec une nouvelle étudiante qui va étudier ça un peu, le transfert d'hormones entre les tiges. Ce que je disais tantôt, on ne l'a jamais mesuré. On pense que c'est ça qui se passe, mais on ne l'a jamais mesuré. Merci. D'autres questions? Oui. Oui, pour Jeffrey, tu disais que justement, Annie, ses dessins, tout ça, ça a apporté la poésie, tout ce qui était caché, tout ça, ce qui pouvait être poétique. Mais s'il n'y avait pas eu ces dessins-là, tu aurais fait quoi sur ton exposition, ça aurait été juste les photos? Oui, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, quand je l'ai présenté il y a 2 ans pour la première fois, ce projet-là, il y avait seulement les photos. Puis c'est drôle, mais tu sais, c'était l'expo qui était super abstraite parce que, tu sais, le message que j'envoyais dans l'expo était caché sous terre, finalement, tu sais. Donc, moi, je trouvais ça le fun parce que les gens, tu sais, c'est pas une expo qui a pogné tant que ça, tu sais, j'ai déjà fait des projets de sculpture, mettons, que tu rentrais dans la galerie, puis il y avait comme, tu sais, oui, c'est ça, il y a comme un effet de wow, parce qu'il y a un rapport d'échelle ou whatever, les couleurs, peu importe, tu sais, c'est comme que, là, ce projet-là, c'était une forêt de peupliers fautrants, et puis les gens avaient vraiment besoin, tu sais, comme de lire le texte en rentrant dans la galerie pour savoir de quoi il s'agissait. Sinon, les gens pensaient que c'était juste des photos de peupliers fautrants, puis beaucoup de gens pensent en plus que c'est du boulot blanc, tu sais. Mais non, c'est ça, belle forêt de boulot blanc, mais non, c'est pas ça. Je sais pas, c'est un point faible, mais c'est un point fort en même temps, parce que les gens, il faut qu'ils lisent le texte en rentrant dans l'exposition. Là, il faut qu'ils réfléchissent et qu'ils travaillent leur regard sur les choses, parce que, comment dire, c'est comme une interprétation, une perception qui est différente de ce qu'on pense d'habitude, de dire que bon, ce qu'on voit dans l'image est tout relié en dessous de la terre, et que c'est peut-être considéré comme une seule plante, plutôt que, comme je disais tantôt, une forêt avec plein d'individus qui sont tous séparés. Ça fait travailler le regard, mais c'est ça. Il faut que les gens, je pense, lisent le texte, sinon ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas vraiment non plus où est-ce que les photos ont été prises, parce qu'on voit que c'est probablement en Amérique du Nord, mais on ne sait pas trop. Les gens devaient lire le texte en rentrant. Voilà. Merci pour la question. Oui, mais effectivement, là, ça complète bien. Puis il y a vraiment un tout dans l'exposition. D'autres questions? Oui. Après vous. Question pour elle. En mesure de ce que vous savez ce soir, en 2024, est-ce qu'il y a des facteurs qui vont favoriser ou défavoriser les greffes racinaires? Est-ce que c'est juste que dès que 2 racines se rencontrent, il y a une greffe? Ou est-ce qu'il peut y avoir des facteurs, comme si un individu est dans la bêche, il va plus chercher à faire des greffes, puis si
s'il va très bien, il va être plus, entre guillemets, égoïste, égocentrique, puis il va faire moins de grève. Ça, c'est une question qu'on se pose depuis le début, là. Puis on a mesuré toutes sortes de. On a fait toutes sortes de statistiques pour essayer de le démontrer. Qu'est-ce qui peut expliquer que parfois ça se greffe, puis parfois l'entremêlement de racines, puis ici, il n'y a pas de greffe. On ne le sait pas. On a commencé à faire des analyses de métabolomiques pour essayer d'expliquer est-ce qu'il y a des signaux chimiques qui se passent entre deux racines qui feraient qu'ils se grefferaient. Il semble que oui. C'est les travaux d'Élodie. On l'a fait de façon exploratoire, on n'a pas poussé plus que ça. Il semble qu'il y aurait les racines qui se greffaient avaient des métabolomes plus similaires que ceux qui se greffaient. Mais dans tous les facteurs qu'on a mesurés, si j'ai un langue plus petit ou un langue plus gros, ou les racines plus petites, plus proches, le facteur qui explique le mieux pourquoi ça se greffe, c'est la proximité entre les arbres. Plus les arbres sont proches, plus il y a de chances qu'ils vont greffer. La majorité des greffes, on a trouvé, 90% sont en bas d'une distance de 2 mètres. Puis, ça a des impacts, par exemple, pour l'aménagement forestier, où c'est les arbres proches qu'on va séparer. Puis, dans le fond, c'est eux autres qui sont plus interdépendants, si on veut. Ça fait que, c'est ça. On ne le sait pas encore. Puis, quand il y a des études qu'on a publiées où ça a été plus difficile parce que, au niveau des petites plantes, par exemple, on la plante expérimentale, Arabidopsis, il y a des études qui se font, est-ce que les racines émettent des signaux pour s'éloigner les unes des autres, pour se rapprocher, mais ça, avec les arbres, on est comme zéro, là, on a zéro connaissance là-dedans, puis on part de vraiment, vraiment loin, fait que peut-être qu'un jour, on va réussir à trouver quelque chose, mais pour le moment, ce qui explique le mieux avec les greffes, c'est la proximité entre deux arbres. Merci. Je ne sais pas si la question est plus pour Jeffrey ou Annie, mais sur les photos à Jeffrey, on voit en arrière d'Annie et d'Annie en fait, une forêt où les arbres sont plutôt matures, on voit tout en santé ou à peu près. Puis quand on regarde à l'arrière de moi, la forêt, les arbres qui ont déjà été matures sont clairement morts. Ils ont brûlé. Par contre, au sol, on voit qu'il y a des jeunes pousses, plein de pousses. Fait que là, je me demandais, Pandora, est-ce que c'est un endroit où il a été clôturé et puis personne qui bouffe rien? Est-ce que c'est le système racinaire qui a permis ça? Est-ce que ce sont des graines? Pourquoi qu'on voit là des belles petites pousses alors que là, il n'y en a pas? Puis pourquoi ils sont tous morts, ces arbres-là? Excellente question. Attends, j'ai juste une petite réponse. Il y a des pousses parce qu'ils sont tous morts, comme j'expliquais tantôt. C'est ça. C'est ça. Pourquoi ils sont morts, je ne sais pas. Moi, c'est ça, mais je ne sais pas non plus, mais c'est pas au même endroit. Ça, c'est. Pando, là, tu sais, pousse sur le bord d'un lac à flanc de montagne, et puis, il est au niveau du lac. Et puis, ça, cette photo-là que j'ai prise, de même qu'une autre qui est dans le fond là-bas, c'est au sommet de la montagne, carrément, mais là où c'est super aride, qu'il n'y a quasiment rien, tu sais. C'est quand même une bonne montagne, là, on va dire, je ne saurais pas dire quelle hauteur. Puis ça fait pas partie de Pando, c'est pas relié, il y a quand même une couple de centaines de mètres là, de distance entre les deux. Puis c'était vraiment sur le top de la montagne, c'était dans cet état-là, puis tous les peupliers au sommet de la montagne étaient décédés comme ça avec des petits. Fait que, y a-tu un feu, je sais pas, ça n'a pas l'air brûlé, mais on ne sait pas en tout cas. Mais ça faisait pas partie de Pando, mais moi dans mon exposition, j'ai comme voulu amener un genre de point de vue un peu poétique sur ce que pourrait devenir Pando si jamais ça mourait au complet, etc. Fait que c'est sur la même montagne que Pando, mais ça fait pas partie, c'était vraiment au top de la montagne. Puis d'ailleurs, il y a une autre photo qui est un peu plus loin dans l'exposition où on peut voir aussi un petit cactus qui pousse dans la roche. C'est ça, c'était à côté de ce site-là, donc ça fait partie de l'environnement autour de Pando, mais c'était pas Pando en tant que tel. Fait que c'est ça. Il y a quand même une liberté quand on fait de l'art aussi, de suggestion, de réflexion. Donc, ça fait partie des réflexions. Et là, il y avait le droit de réplique ici. Il dit non, ça n'a pas brûlé, ça là. Ben non, ça n'a pas brûlé parce que le temps ne brûle pas.
c'est un feu, c'est un coup de feu. Fait que, comme on peut voir ici au nord du Québec, les feux d'été passé, partout où il y avait du tram, ben, le feu a arrêté. Puis c'est pas besoin d'avoir une grosse forêt, là, juste, on parlait de 15 mètres de lisière de bois, de peuplier, puis le feu a arrêté. Excellent. Et voilà, c'est ça que ça sert une table ronde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, Oui. peut-être, Oui, gênez-vous pas. la question peut-être est plus pour Annie, là, c'est plus. Là, ma connaissance en tremble est peut-être limitée, mais j'ai l'impression, pour moi, un peuplier, un tremble, c'est pas la même chose. Moi, dans ma tête, le tremble, c'est celui des petites feuilles. Nous, quand je regarde ça, je dis, ça, c'est un tremble, c'est pas un peuplier pour moi. Mais peut-être que ça, est-ce que le tremble, c'est des petites feuilles ou les grosses feuilles? C'est les petites feuilles rondes. Là. Ça, c'est le tremble. Donc, nous, on parle du peuplier qui sont plus grosses. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, quand on parle de peuplier ou de tremble, c'est la même chose. Le baumier, ça Oui, c'est ça, le baumier. En fait, moi, c'est le baumier. C'est peut-être limité, mais pour moi, je t'aime. Ça, c'est du peuplier baumier. Il y a plusieurs espèces de peupliers dans le monde. Puis ça, c'est ça qui permet, en fait, dans mon deuxième moitié de travail, je travaille avec les peupliers hybrides. Il y a plusieurs espèces de peupliers, puis on peut les hybrider ensemble. Mais donc, en Abitibi, si on a le peuplier faux tremble, qu'on appelle le tremble, c'est la même chose. Okay. Puis on a le peuplier baumier, qui lui, il est plus résineux, il sent le baume. Là. Le baumier. C'est ça, l'écorce des bourgeons sont collantes au printemps. Dans l'arbre immature, l'écorce est différente. Ouais, oui, l'écorce est grise foncée, puis il pousse dans le plus humide, tandis que le tremble, il aime ça pas trop humide. Ces deux espèces de peupliers-là qu'on a ici, ils ne s'hybrident pas ensemble. Ils sont dans deux familles de peupliers différentes, mais on a d'autres sortes de peupliers dans la même famille. Par exemple, les hybrides qu'on fait, je ne sais pas si vous avez vu des plantations de peupliers hybrides dans la région, il y en a de plus en plus. On va utiliser par exemple le peuplier baumier avec le peuplier du Japon qui sont dans la même section. Ou si on veut utiliser le peuplier faux tremble, on peut aller avec le peuplier blanc. Il y en a dans le sud du Québec. Ou on peut utiliser aussi le peuplier, j'ai oublié son nom, là, qui a des feuilles dentées, le peuplier à grande dent, que lui, ça va s'hybrider avec les baumiers aussi. Fait que, dépendamment de laquelle section dans les peupliers ils sont, il y en a une cinquantaine d'espèces différentes dans le monde. On produit des hybrides différents en mixant, par exemple, le pollen d'une espèce avec les fleurs femelles d'une autre espèce. On peut faire ça en serre, hein, c'est facile à faire, on a déjà fait. Donc, on ramasse les fleurs. Les fleurs se forment à l'automne. Hein, sur les peupliers, c'est des arbres dioïques. Donc, il y a deux sexes. Tu as des arbres femelles, tu as des arbres mâles. Donc, tu peux ramasser des branches d'arbres mâles à l'automne. Tu les amènes en serre, ils vont fleurir, tu récoltes le pollen. Puis après ça, tu ramasses des branches d'arbres femelles. Tu les amènes en serre, ils vont fleurir. Là, tu peux prendre ton pollen d'une espèce, puis hybrider tes fleurs femelles avec de ton autre espèce. Puis ça produit des hybrides. Souvent, les hybrides, comme les fraises qu'on mange, comme les vaches qu'on a hybridées pendant des années, souvent, les rejetons de ça, les hybrides, ont ce qu'on appelle la vigueur hybride. Souvent, ils vont avoir des meilleurs taux de croissance que les deux parents. En science, on appelle ça l'hétérosis en anglais. En français, je ne sais pas c'est quoi. Donc, on utilise cette façon de faire pour produire des hybrides qui sont plus productifs que les espèces qu'on a naturellement. Puis, avec ces bébés-là, on a fait des nouvelles graines, mais là, si on en trouve un qui est vraiment bon, là, on va le cloner. Ça, c'est pas de la science-fiction, dans le fond, c'est qu'on va faire des boutures avec notre arbre, puis on va le reproduire comme ça. Mais l'autre différence aussi entre nos deux peupliers, c'est que les branches du peuplier baumier, on peut les cloner facilement. On les coupe en petits morceaux, on les met dans la terre et ils vont faire des racines. Mais les branches du peuplier faux tremble ne le font pas. Là, ça prend des hormones, ça prend la culture vitro, c'est plus difficile
Mais ce qu'on peut faire, ce qu'on fait souvent dans nos cercles à l'université, c'est qu'on peut cloner avec les racines. Là, ce qu'on va faire, on va aller déterrer des sections de petites racines, de pas plus grosses qu'un doigt. Puis là, on va les couper en petits morceaux, puis eux autres, ils vont faire des crochets. Puis là, on va les cloner de cette façon-là. Merci. Wow. Fascinant. Oui? Bonsoir. Je me présente surtout pour Annie. En fait, moi, je travaille ici. Je m'appelle Vanessa. Je suis la guide principale du centre d'exposition. Donc, c'est moi qui vais faire découvrir l'expo. J'aimerais savoir si j'ai des enfants qui viennent visiter, quel mot je devrais utiliser pour leur faire comprendre pendant votre projet, vos recherches, votre art, Jeffrey aussi. Exact. Un mot, c'est ça? Quel mot? Donc, pour vraiment simplifier, excellent. Peut-être pour l'exposition, le principal exposant. Je dirais, j'ai dit beaucoup de mots tantôt en parlant connexion entre les racines, solidarité, communauté, unité, comment je pourrais dire? Il y a de l'entraide là-dedans. Oui, c'est ça, entraide. Pas trop d'anthropomorphisme. Faut faire attention. Ah ben vas-y, explique-nous ça. Est-ce qu'on a Ouais, c'est comme je l'expliquais tantôt, c'est pas nécessairement bon d'être pris avec l'autre. Par exemple, si j'en ai un qui a une maladie, mais il va le transmettre à l'autre, il va y nuire. Il faut faire attention. Souvent, les journalistes, lorsqu'on pose des questions, souvent, ils veulent que ce soit bon, que l'herbe est bon, il a ses amis, il entretient ses amis. C'est pas, l'herbe n'a pas de cerveau, il veut pas. C'est pas lui qui choisit ou non de nourrir son voisin ou de partager de l'eau. L'eau, elle va se transférer à l'autre juste s'il y a des surplus. S'il n'y en a pas, il va crever. Donc, parce qu'il est pogné avec le gros, qui va tirer le jus plus fort. Fait qu'il faut faire attention. Moi, j'ai souvent fait des fois, je vais dans les écoles, puis quand tu leur parles de sexe, ils aiment ça. Il y a le sexe, il y a des armes de filles, il y a des armes de gars, ça, ils comprennent ça. Puis, on peut genrer aussi. Oui, c'est le fun aussi au printemps parce que là, on voit les graines qui tombent avec les soies, la petite mousse blanche. C'est ça, fait que ça, il y a juste les femelles qui font ça. Okay. Parce que les mâles, ben, c'est du pollen. Est-ce qu'ils le font pour les deux, le baumier et le fautrant, les deux? Toutes les peupliers, c'est des espèces dioïques avec deux sexes. C'est ça. Ça, les enfants, ils aiment ça. Puis, tu sais, le clonage, il faut faire attention, mais ils comprennent ça, le clonage, quand tu leur parles, mettons, je plante araignée chez nous, je la divise en deux, mais je l'ai clonée. Tu sais, fait que c'est pas. Des fois, on pense que c'est un scientifique fou avec des lunettes. C'est bien simple, là. Tu vas multiplier ton plant de fraise avec ses stolons, mais c'est la même affaire. Là. C'est pas. Mais en même temps, la forêt de Pando, on a l'impression qu'elle a poussé en même temps. Tu tous des arbres de la même grandeur. Donc, il y a un côté. Il y a un phénomène étrange là-dedans. C'est peut-être ça qui t'intéressait aussi dans le côté visuel de cette forêt-là. Il y a une sous-question pour les deux. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'une forêt va se développer comme ça et en même temps va créer des liens racinaires? Ben, c'est ça, je veux dire des choses que j'ai lues dans les articles scientifiques et tu rectifieras au besoin parce que. Mais c'est ça, selon les articles scientifiques que j'ai lus, tu sais, Pando, le premier spécimen d'où beaucoup de choses seraient parties, ça aurait été une graine, tu sais, donc c'est ça qui daterait d'il y a à peu près 15 000 ans selon les études qu'ils ont faites. Mais tu sais, mes photos montrent, pour parler du fait que tous les arbres sur les photographies ont l'air à peu près de la même taille, c'est que moi, c'est mon point de vue artistique. Il y avait des endroits de Pando où les troncs étaient significativement plus petits. Surtout les endroits, comme je disais, qui sont encerclés par des clôtures parce que c'est des projets de régénération que le gouvernement a mis sur pied pour les protéger des chevreuils. Là, c'est vraiment tous des petits peupliers flottants d'1 ou 2 mètres de haut. T'sais.
Mais c'est ça, tu sais, Pando, selon les articles, c'est ça aurait à peu près 15 000 ans d'évolution, puis il parle même que Pando aurait eu une influence sur le terrain qu'on voit autour, parce qu'il se régénère beaucoup en faisant du surplace. Puis ça, c'est quelque chose d'intéressant à demander qu'on pourrait jaser, voir comment est-ce que ça peut se déplacer aussi. Je me dis, au bout de 1000 ans, est-ce que la forêt s'est déplacée d'un kilomètre? C'est intéressant de penser à ça, mais c'est ça, les scientifiques, dans les articles que j'ai lus, en tout cas, disent que le Pando a vraiment modifié l'environnement parce que, avec son feuillage, d'une certaine qualité que je ne sais pas comment qualifier ou quantifier scientifiquement, mais laisse passer un certain nombre de lumière qui va favoriser des plantes grasses ou d'autres choses qui poussent dans ce coin-là, favoriser certaines choses, créer un écosystème. Donc, c'est un écosystème qu'il a créé, lui, puis il va créer l'écosystème puis le modeler à sa façon aussi en retour. Fait que c'est intéressant de penser à ça qu'un organisme qui est là depuis longtemps comme ça a une influence probablement sur. Là, moi, j'en parle comme artiste, tout ce que je vois, après ça, Annie avait d'autres points probablement à ajouter. Des choses qui me passent pendant que tu parles. Tu sais, 15 000 ans, sauf que ça ne veut pas dire que les arbres ont 15 000 ans, ça veut dire que, admettons que j'ai un arbre, je le coupe, il va se régénérer, mettons, avec 10, mais le système racinaire, il a l'âge que l'autre avait avant. Puis peut-être que si il y a un feu qui passe, là, ça va se régénérer, puis les racines de la deuxième génération d'amers vont mourir, puis les nouvelles vont produire le nouveau peuplement. Donc, c'est pas nécessairement la même matière organique qui reste avec le temps, sauf que ça peut rester le même code génétique. Puis nos recherches qu'on va commencer l'été prochain, c'est justement pour essayer d'expliquer ça. Comment ça se fait que les forêts prennent en Abitibi dans mon cas, comment ça se fait que quand on les déterre, c'est tout des dragons. Avec la dendrochronologie, vous voyez qu'on a numéroté toutes les racines. Donc, on les ramène au laboratoire et on va calculer l'âge des racines. Donc, on sait que si la racine est plus vieille que l'arbre, on sait que c'est une racine mère, une racine parentale de cet arbre-là. Donc, on sait que, obligatoirement, l'arbre, c'est un dragon. C'est pas une graine, parce que si ça venait d'une graine, les racines seraient plus jeunes que l'arbre lui-même, parce qu'il faut que la graine germe, puis après ça, les racines se forment après. Donc, on se pose la question comment ça se fait que tous les peuplements de troncs qu'on a excavés, c'est des dragons, mais qu'ils ont dans une parcelle comme ça, on va trouver 12, 13, 14, 15 génotypes différents. Comment ça se fait vu qu'ils se reproduisent de façon végétative? Donc, ça, je dis aux enfants souvent, il n'y a pas eu de sexe, il n'y a pas eu de recombinaison génétique, c'est juste de façon végétative. Donc, ça devrait être un gros clone comme ce qu'on pensait avant. Donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a des dragons et ils ont tous des génotypes différents? Fait que si on pense, c'est, par exemple, à l'origine des terres, quand les glaciers se sont retirés, il y avait, mettons, de la roche ou de la terre qui n'était pas colonisée. Puis là, les graines de Peuplier-Fautrande peuvent s'installer. Parce que c'est des petites graines qui n'ont pas beaucoup de réserve. Une semaine, si ça ne jonque pas, c'est mort. Donc, c'est pour ça que sur le bord des chemins forestiers, souvent, on va voir des dragons qui se sont installés. Parce qu'il y a de la place et il y a du sol humide. Donc, on pense qu'au début, il y a eu des installations parallèles à un moment donné. Puis là, avec les feux de forêt, avec les coupes, bien là, tous les arbres ont toujours le même âge parce qu'ils se régénèrent tout en même temps, de façon végétative. Mais puis, ce qu'on veut démontrer avec nos recherches actuellement, c'est que même si l'arbre meurt, parce qu'il est lié avec d'autres arbres vivants, la racine elle va rester vivante. S'il y a un feu qui passe, elle va se régénérer. Donc, on va maintenir les génotypes dans le temps. Les génotypes qui sont morts, que les arbres sont morts, vont pouvoir survivre dans le temps, dans les 15 000 ans, en se préservant sous le sol. Fait que ça, c'est un peu
C'est ce qu'on va chercher avec un projet de recherche qui commence cet été. Parce que, encore une fois, dans la littérature scientifique, beaucoup à propos du long pando, ce que les scientifiques disent, c'est qu'on retrouve plusieurs phénotypes parce que ici et là, il y a des graines qui réussissent à s'installer. Donc, c'est pour ça qu'on a des génotypes différents. Mais quand on les déterre, ces arbres-là, on n'en trouve pas d'arbres qui se sont installés par graines. On pense qu'avec notre projet de cet été, on va être capable d'expliquer comment ça se fait que les génotypes se sont préservés dans le temps. C'est quoi le pourcentage de graines et de clones? Ben, dans ce qu'on déterre, on n'en trouve pas de graines. Pas du tout, donc ils font des graines pour rien. Ben justement, parce que ça ne brûle pas du papier, fait qu'il reste tout le temps de la matière, puis la graine est microscopique, là, elle ne peut pas faire des racines. Des vieux gènes, les graines. Hein? Des vieux gènes, les graines. Mais pando, le mot, il est où? Un instant, monsieur, on va comme tout le monde, on va parler dans le micro. Pando, le mot, il est où? Oui, ça veut dire jamais temps en latin. Fait que Burton V. Barnes, c'est ça qui l'a découvert dans les années 69. Le nommer comme ça, jamais temps en latin, Puis ça part de là, Il n'y a pas un village proche qui s'appelle Pando. Non, le village le plus proche, c'est Richfield, dans le fond, qui est en Utah. C'est comme dans le nord de Utah. C'est à peut-être 300 km de Salt Lake City, là, dans le sud, là, à peu près. Donc, c'est dans le nord, c'est quand même dans le nord de Utah, mais c'est à 300 km au sud de Salt Lake City, à peu près. Et là, Annie vient de nous parler du futur, c'est-à-dire ses prochaines recherches. Jeffrey, de ton côté, là, on est chanceux, là, aujourd'hui, on est en direct et ton exposition commence à Amos, mais il va y avoir la diffusion numérique aussi, donc c'est un peu pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois, prochaines années? Oui, bien, on ne sait jamais trop, mais là, pour l'instant, je vais coacher des athlètes au cégep de Sainte-Foy qui vont faire un projet artistique avec moi, donc une œuvre collaborative. Donc, on m'a approché pour faire ça. Donc, des athlètes de haut niveau qui pratiquent basketball, soccer, badminton. Donc, j'ai l'idée déjà de projet à leur faire pour une œuvre qui va être installée dans le cégep après ça. Et puis, c'est ça, en septembre, on présente l'exposition Pando que vous voyez ici au centre d'exposition Ville-Marie, le Rift de Ville-Marie aussi. Donc, pour l'instant, c'est ça, mais il y a d'autres choses qui vont se rajouter après ça pendant l'année. Il y a le vernissage demain. Et le vernissage demain. Ben, Annie a parlé de son futur, mais. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire ou, de ce côté-là? Ou y a-t-il des questions, des curieux qui veulent en connaître plus? Oui. Mais tout à l'heure, tu as parlé d'un projet, film, quelque chose de même, une série peut-être? Oui, c'est une très bonne question. C'est drôle parce que peut-être une semaine après que j'ai parlé avec Jeffrey, j'ai reçu un appel, j'ai reçu 2 appels en fait. Le premier, c'était les Friends of Pando, qui, eux, font des petits projets pour essayer ils veulent replanter Pando, ils veulent essayer de le maintenir en vie en faisant des plantations de, je ne sais pas si, je leur ai pas demandé s'ils prenaient des boutures ou s'ils prenaient des graines pour faire d'autres petits bébés, là, mais ils veulent replanter les sections où il y en a qui sont morts. Puis, peut-être 2 jours plus tard, j'ai reçu un autre appel de quelqu'un qui fait un film IMAX sur Pando, justement, puis ils veulent illustrer un peu la structure des racines, comment ça fait. Ils me demandaient, mais ça ressemble à quoi les racines? Puis là, ils montraient des dessins, mais ce qu'on trouve, c'est des choses qu'ils avaient trouvées sur Internet, mais les racines, comme on le pense, ça ne ressemble pas tout à ça. Là. Je leur ai montré des photos. Là, c'est ça, tantôt, ils m'ont envoyé un bout de film avec une illustration de l'eau qui voyage pour voir si. Ils me demandaient en fait si ça faisait du sens. Voilà. Fait que ça devrait très bientôt sortir dans un cinéma près de chez vous. Un cinéma IMAX près de chez nous. C'est pas si vrai que ça, finalement.
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais en profiter pour vous remercier, Annie Desrochers et Jeffrey Poirier. C'est bien ça, Jeffrey Poirier. Et écoutez, ça a été vraiment super intéressant comme discussion. C'est une belle exposition. Vous allez certainement entendre parler aussi, Annie, de votre côté, de votre contribution. Donc, bonne chance dans la suite des choses. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis, je vous demanderai de bonne main d'applaudissements pour